Bienvenue à cette conférence. Moi, je suis Daniel Perrin. Je suis au bureau du CNIEL et producteur de lait en Meurthe-et-Moselle. Alors déjà, le CNIEL, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprofession laitière, hein, où on y retrouve les producteurs, les transformateurs privés coopératifs et le quatrième collège, qu'on appelle quatrième collège, et tout ce qui concerne la distribution, donc les fromagers, les grandes surfaces. Donc ça, c'est l'interpro. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la ferme laitière bas carbone. Et la particularité du CNIEL, c'est que notre devoir, c'est d'essayer d'anticiper. Alors aujourd'hui, tout le monde nous parle encore plus cette année du réchauffement climatique, mais ça fait 7 ans qu'au CNIEL, on travaille sur ce dossier-là, qu'on appelle la ferme laitière bas carbone. Alors là, l'approche environnementale qu'on a à l'interprofession, elle est un peu différente de ce qu'on peut entendre dans certains médias. Nous, on n'est pas en train de, on ne va pas vous dire, c'est ça qui est important que vous reteniez à la fin, c'est que environnement et économie, c'est pas incompatible. On essaye de nous faire croire que pour protéger l'environnement, il faut passer par la décroissance. Non, on va vous prouver qu'une exploitation laitière qui travaille son carbone sur son exploitation, en même temps, il améliore ses résultats économiques sur son exploitation. Je pense que ça, il faut bien garder ça à l'esprit, parce que du lait, il y en a besoin. Donc, puis la vocation de l'Interpro, c'est pas de dire qu'il ne faut plus produire, il ne faut plus d'animaux. C'est justement le travail qui a été fait. Si on veut être entendu par l'ensemble des paysans, où ils sont peut-être un peu moins sensibles que moi à ces problèmes-là, quand on est dans le cœur du réacteur d'une structure nationale, c'est qu'à chaque fois, il faut marier environnement et économie si vous voulez être entendu. Autrement, avec des entrepreneurs, si vous ne faites pas ce mariage-là, vous ne serez pas entendu. Donc je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la place aux techniciennes du CNIEL pour nous présenter ça. Il y a une présentation qui doit durer 40 minutes. Et là, pourtant, il faut que ce soit interactif. Et même si pendant la présentation, il y en a qui ont hâte de poser une question, surtout, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, Daniel. Et bienvenue à tous pour cette conférence. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Mathilde Grégoire, je suis chef de projet environnement au CNIEL et je m'occupe tout particulièrement du déploiement et de l'animation de la démarche ferme laitière bas carbone. Donc, je vais commencer par un peu d'éléments de contexte. Donc, ça va reprendre un peu ce que nous a présenté Daniel. Mais finalement, le changement climatique, c'est un sujet important, comme l'illustrent ces photos de catastrophes naturelles qui, à cause de ce changement climatique, sont de plus en plus récurrentes. Et c'est aussi un sujet qui prend de l'ampleur avec les actualités récentes de la publication des derniers rapports du GIEC, à la fois qui témoignent de l'avancée du climat et des conséquences que ça pourrait avoir assez néfastes, mais aussi des rapports plus récents qui sont sortis à la fois sur l'adaptation et l'atténuation. Et justement, l'atténuation de ce changement climatique, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, la cause principale de ce réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, et toute activité anthropique émet des gaz à effet de serre. Alors, l'agriculture, en termes d'émissions, elle se positionne en deuxième ex-aequo avec le résidentiel et le tertiaire, et juste après le transport, avec 19% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'agriculture. Et finalement, si on s'intéresse de plus près à l'élevage bovin-lait en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, eh ben c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre qui sont imputées à l'élevage de bovin-lait. Donc c'est un chiffre qui est assez conséquent et c'est pour ça que la filière doit s'engager sur ces questions. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que les éleveurs aussi subissent ce changement climatique, comme on a pu le voir rien que cet été avec les épisodes de sécheresse qui impactent à la fois la santé des vaches et donc la production des vaches laitières, mais aussi la qualité des fourrages. Et c'est tout l'enjeu d'un programme aussi dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, mais qui existe et pour lequel le CNIEL s'investit aussi, qui s'appelle Climalait, qui a pour objectif d'identifier des solutions pour adapter les élevages laitiers à ce changement climatique. Mais pour en revenir à l'atténuation et donc les réductions des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose que la filière a commencé il y a maintenant 7 ans et même avant, on va le voir après, et qui s'intègre complètement dans la démarche de responsabilité sociétale France Terre de lait, qui repose sur 4 piliers, et notamment un pilier de performance production responsable, dans lequel des objectifs chiffrés ont été pris
pour l'ensemble de la filière, et j'insiste, donc à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre sorties d'usines, mais aussi sorties de fermes. Donc c'est vraiment toute la filière qui s'implique. Aujourd'hui, on va plutôt parler de fermes laitières bas carbone, donc de tout ce qui concerne l'amont. Et pour vous refaire un petit historique, la démarche ferme laitière bas carbone, elle est issue d'un programme pilote en partenariat avec l'Institut de l'élevage et le CNIEL, qui a été lancé dès 2013. Donc c'est pour vous dire que la filière s'est investie il y a un petit moment maintenant, et qui a concerné 3900 élevages sur 6 régions. Et en fait, ce programme pilote, il a permis de développer des références, mais aussi l'outil CAP2ER, qui sert à mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations laitières en partie, mais pas que maintenant. Donc, suite aux bons résultats de ce programme, en 2015... Deux mots sur CAP2ER, s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Il y a 2 volets de CAP2ER. Il y a le volet diagnostic et le volet conseil. Et faire un CAP2ER sans faire les 2 volets, c'est comme si vous allez chez votre médecin qui vous dit que vous êtes malade et qui ne vous fait pas d'ordonnance. Ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, merci Daniel pour cette précision. Donc, en 2015 a donc été lancée la démarche ferme laitière bas carbone, qui regroupe plusieurs partenaires, donc le CNIEL, l'Institut de l'élevage, Eliance et les chambres d'agriculture, et cette fois-ci qui se déploie sur l'ensemble du territoire pour tous les éleveurs laitiers français. Et à la fin du programme Carbone Dairy, il a même été signé une feuille de route entre tous les acteurs, tous les partenaires de cette démarche, qui dessine finalement la stratégie de déploiement de ferme laitière bas carbone. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est que ferme laitière bas carbone? C'est une démarche qui est volontaire, où l'éleveur est au centre du diagnostic et où les leviers qui lui sont proposés sont adaptés à sa situation. Et c'est une démarche qui regroupe tous les acteurs de la filière, donc ça passe par les organismes de conseil, les coopératives, les industriels, etc. Donc l'objectif de cette démarche, c'est bien sûr d'améliorer la durabilité des systèmes de production et limiter les impacts environnementaux, mais aussi, et comme l'a dit Daniel, de ne pas impacter et même voire améliorer, c'est ce qu'on va voir avec Catherine ensuite, les performances économiques de l'exploitation. Un des autres enjeux de ferme laitière bas carbone, c'est aussi de mettre en avant les contributions positives permises par les fermes laitières, notamment en termes de stockage de carbone ou de biodiversité par exemple. Et enfin, finalement, c'est une démarche qui est gouvernée par la filière elle-même et qui donne lieu à des communications harmonisées. Mais donc concrètement, pour un éleveur, comment ça se passe? S'il souhaite s'engager, un éleveur fait appel à un conseiller spécialisé qui va réaliser sur sa ferme le diagnostic CAP2ER. Donc ça passe par une collecte des données qui est assez conséquente, mais qui est nécessaire pour bien mesurer les émissions de gaz à effet de serre de la ferme. Ensuite, le conseiller va analyser les résultats et pouvoir identifier les points forts, mais aussi les points faibles de l'exploitation sur lesquels il sera possible de travailler. Et ensuite, et c'est ce que disait Daniel, il y a bien une co-construction d'un plan d'action entre le conseiller et l'éleveur pour identifier des leviers qui pourraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on en reviendra un peu plus tard, mais Catherine vous en parlera et vous illustrera avec quelques exemples. Ce qui est important de préciser, parce que ce genre de réunion, c'est aussi pour mobiliser, sensibiliser, essayer qu'il y ait le maximum aussi d'éleveurs qui y aillent. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que l'interprofession laitière, on a aussi ce qu'on pourrait dire des sections en région. Et CAP2ER, c'est pas gratuit, mais il y a beaucoup de conseillers régionaux, qui financent tout ou partie du CAP2ER. Il y a aussi un accompagnement, puisque si c'est vraiment un sujet national, il faut aussi que les politiques prennent leur part de responsabilité. Et ouais, tu me devances complètement, en fait. Je voulais... pas de souci. J'allais embrayer sur le déploiement. Et donc, effectivement, comme le disait Daniel, le déploiement, il repose essentiellement sur les CRIEL qui montent eux-mêmes des partenariats avec les régions pour cofinancer ces prestations de diagnostic, mais aussi de conseil. Et donc, par exemple, dans l'Ouest, il y a un parcours régional dans la région Pays de la Loire et aussi en Normandie qui sont mis en place pour le cofinancement. Donc, le déploiement, il passe aussi par les entreprises qui intègrent cette démarche dans leur stratégie et qui aussi financent ou cofinancent les diagnostics pour leurs éleveurs. Et enfin, un autre biais par lequel des éleveurs peuvent rentrer dans la démarche, mais ce sont deux choses assez différentes, c'est que certains éleveurs souhaitent valoriser leurs efforts via les crédits carbone. Et donc, ces éleveurs-là font aussi partie de cette démarche ferme laitière bas carbone. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, on est à près de 33% d'éleveurs qui sont engagés dans la démarche.
Donc c'est assez conséquent, mais on souhaite quand même aller encore plus loin pour atteindre les objectifs qui ont été fixés de réduction de moins 20% de l'empreinte carbone du lait sorti de ferme. Et aujourd'hui aussi, on a plus de 1600 conseillers qui sont formés à l'outil de diagnostic Cap2ER. Donc avant de faire la transition avec Catherine, et j'espère que ça va marcher, on a quelques témoignages d'éleveurs qui sont engagés dans la démarche, donc 2 éleveurs, et qui vous témoignent de ce que ça peut leur apporter, eux, dans leur stratégie. En tout cas, si vous voulez revoir ces vidéos et même d'autres, c'est des extraits en fait de la web-série Ferme laitière bas carbone qui sont disponibles sur le site Ferme laitière bas carbone et même sur la chaîne YouTube du CNIEL. Donc voilà, si vous voulez voir ces vidéos avec même des explications encore plus importantes, etc., sur les leviers qui ont été mis en place, n'hésitez pas. Donc c'est une web-série qui a commencé avant les vacances d'été et qui se poursuit encore jusqu'à novembre. Donc il reste 2 épisodes encore à sortir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez les voir dans de meilleures conditions. On essaye juste de voir si la fin passe. Dans ce constat de production de CO2 par litre de lait, il y avait aussi dans le Cap2ER la performance nourricière de la ferme en équivalent énergie et protéines. Alors en 2015, c'était 2130 personnes. Le bilan suivant, une amélioration de l'empreinte carbone. J'ai augmenté aussi en performance de personnes nourries, 2600 personnes. Et en 3e diagnostic, qui a encore amélioré le bilan carbone, je me suis aperçu aussi que j'augmentais ma performance nourricière aussi à 2800 personnes. Un effet induit aussi, et ça je ne l'avais pas perçu, c'est l'économie de charge qui est énorme. En fait, c'est peut-être une des principales motivations. Je travaille sur le bilan carbone, mais aussi j'ai un effet direct sur mon portefeuille. Depuis 2015, et nous sommes aujourd'hui en 2022, j'économise à peu près 5 000 € de charges par an à travers les engrais, la non-consommation d'énergie, toute cette recherche-là d'être performant. Ça devient aussi presque un challenge, aussi une motivation. Les résultats sont là, mais du coup, ça encourage aussi à en faire plus et c'est un élément très motivant. Il y a un deuxième point aussi, l'agriculture produit des gaz à effet de serre. Elle en stocke aussi, mais on fait des efforts pour diminuer notre empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer le sort de la planète? Donner une motivation supplémentaire à Alexis, qui est intéressé pour prendre la relève de la ferme. Et donc ça, c'est aussi un autre regard, une motivation et puis un élément qui n'est pas négligeable. Bon, voilà. Je laisse maintenant la parole à Catherine qui va un peu vous parler des leviers et de leur impact qu'ils ont à la fois sur l'environnement et sur l'économie. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Catherine Broca de l'Institut de l'élevage et en charge du déploiement des démarches carbone pour les élevages laitiers et puis Cap2ER. Donc effectivement, je vais vous parler concrètement quels leviers, mais avant de démarrer dans les leviers, juste un petit rappel sur les gaz à effet de serre qui sont comptabilisés quand on fait un bilan carbone dans une exploitation. Donc on a le méthane qui regroupe à la fois le méthane entérique, donc c'est ce qui est produit par la vache, et puis après c'est le méthane produit aussi par les effluents. Ensuite, on a le protoxyde d'azote donc qui est lié aux effluents, à l'azote d'une façon générale. Et donc, on a des émissions au stockage et au bâtiment des effluents. Et puis après, on a également des émissions au niveau du sol liées aux apports d'azote minéral ou organique. Et enfin, le dioxyde de carbone, donc c'est les émissions directes quand on consomme le carburant, mais aussi les émissions indirectes avec tous les achats d'intrants. Ils viennent avec leur empreinte carbone au niveau de l'exploitation parce qu'on a une approche analyse du cycle de vie. Si tu me permets, les présentations, parce que j'en vois qui grattent, qui écrivent toutes les présentations, elles seront en ligne après. Donc on vous donnera le lien pour aller les chercher. Également, petit rappel sur les postes d'émission sur une exploitation laitière et donc pour l'empreinte carbone du lait. Donc vous voyez la partie en jaune, c'est tout le méthane entérique qui représente 50% des émissions. Donc nos animaux sont la première source d'émissions avec 50% des émissions. Quand on rajoute en orange la partie gestion des effluents, c'est pratiquement 20% des émissions. Et la gestion des effluents, c'est quand même globalement directement lié à nos animaux et à la ration aussi un petit peu. Donc vous voyez déjà que les animaux pèsent pour 70% de l'empreinte carbone du lait. Ensuite, on va retrouver les intrants avec les achats d'aliments, carburant, électricité, achats d'engrais et achats d'animaux. Et ça va représenter globalement 20% des émissions.
Et puis au final, il nous reste aussi la fertilisation des cultures. Donc là, j'apporte de l'azote sur les sols, ça se traduit par des émissions de protoxyde d'azote et donc ça représente 10% des émissions. Donc vous voyez, pour résumer un petit peu, les animaux c'est 70%, la ration c'est 30% des émissions. Voilà, pour vous donner un peu le cadre pour arriver derrière au levier. Alors en termes de levier, pour le coup, sur cette base-là, déjà en premier élément, les pratiques à mettre en œuvre dans une exploitation, ils vont dépendre complètement de la situation initiale de l'exploitation, en fonction de ses objectifs, de son contexte, et puis de ses résultats. Donc il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas une solution toute faite, un levier qui va nous permettre de réduire de 50% nos émissions. Ça va vraiment être à adapter au type d'exploitation, au contexte, aux objectifs, situation initiale de l'exploitation. Alors ensuite, on parle beaucoup carbone, on n'aura que ce mot-là à la bouche, mais dans Cap2R, on va également faire une évaluation multicritère avec d'autres impacts environnementaux tels que la biodiversité, le bilan azote, donc qui se traduit par des pertes d'azote vers l'air, vers l'eau, et donc tout ce qui est lié à la acidification des milieux, eutrophisation. On a également la consommation d'énergie comme indicateur. Et donc, quand on va regarder un plan d'action et des solutions, obligatoirement, on regardera quand même l'impact de ces solutions sur ces autres indicateurs environnementaux pour s'assurer que globalement, le plan d'action, il permet d'être positif sur l'ensemble des critères environnementaux. Et puis bien sûr, le dernier point, quand on construit un plan d'action, il faut qu'il soit compatible effectivement avec les performances techniques et économiques de l'exploitation. Donc ça dit, vous voyez, vous avez un peu le panorama des différents leviers sur le camembert, où par rapport au méthane entérique, le premier levier, ça va être la gestion du troupeau, faire la chasse aux animaux improductifs. Ensuite, on aura quelques leviers liés à la ration pour optimiser l'efficacité de la ration et réduire pour le coup les achats d'aliments. Gestion des effluents, là on a des leviers qui sont un peu plus coûteux parce qu'on est sur de la couverture de fosses, méthanisation, voire aussi épandage, mais l'impact est un peu indirect, mais on peut aussi faire évoluer le matériel d'épandage pour limiter les pertes d'azote et donc derrière limiter les achats d'engrais, etc. Ensuite, on peut travailler sur les cultures. Alors, obligatoirement, l'optimisation des apports d'azote. Donc, chercher l'équilibre entre les besoins de la plante et puis les apports d'azote, entre l'organique et le minéral. Mettre des légumineuses. Ça, c'est de l'azote gratuite. Ça coûte cher à semer, mais c'est gratuit derrière après l'azote. Et puis, enfin, concentrer, engrais, j'en ai parlé. Fuel électricité. Alors, vous voyez peut-être un petit rappel. Fuel électricité, c'est la partie orange du camembert pèse assez peu en fait sur nos résultats, donc ça a un impact, réduire électricité, carburant, mais ça va pas être le levier le plus efficace. Et aussi alors ça veut pas dire qu'il faut pas les mettre en place, mais en effet levier important, rappelez-vous le camembert, ça reste quand même la gestion des effectifs, la ration, et puis après on arrive à la gestion des cultures en essayant d'optimiser l'azote et d'implanter des légumineuses pour réduire les achats d'azote. Voilà, donc ça c'est le panorama global. Donc derrière, ce que je vous propose, je vais dérouler assez rapidement quelques leviers pour voir un peu aussi, vous expliquer le raisonnement du conseiller, comment il va construire un plan d'action avec l'agriculteur, parce qu'en général, donc, comme l'a expliqué Mathilde, on fait un cap de SWER, on fixe des objectifs, on resimule pour le coup d'un cap de SWER l'impact de ce plan d'action en termes d'impact environnemental. Et puis les conseillers, alors ça dépend les programmes, mais certains essayent d'aller jusqu'au budget partiel pour évaluer l'impact économique pour l'agriculteur. Donc là, c'est un exercice qu'on a fait avec des conseillers et donc avec des hypothèses de travail qui sont valables dans une exploitation, mais attention, à nouveau, ce ne sera pas valable notamment dans une autre exploitation. Donc là, c'est sur l'exemple du pâturage, où on était dans une exploitation où il n'y avait pas, les vaches laitières ne pâturaient pas du tout. Et donc l'exercice a été d'introduire 15 arts par vache laitière de pâturage au printemps, donc pendant 4-5 mois. Alors derrière, ça se traduit par une réduction des surfaces en maïs, parce que une bonne gestion du pâturage a permis d'augmenter le rendement en herbe. Pour le coup, on apporte plus de MAT dans la ration par le biais des fourrages, et donc on a acheté moins de concentré. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tous les petits calculs à côté, mais globalement, ça se traduit par une réduction de l'empreinte carbone de 3% et sur le BE, une augmentation de l'EBE de 7%.
Voilà, donc une solution qui fonctionne dans ce contexte-là, mais vous voyez, le conseiller quand il va faire le travail, eh ben, mes vaches pâturent plus, j'améliore mon rendement, je peux réduire mes surfaces en maïs. Derrière, j'ai réduit mes surfaces en maïs, j'ai fait de la culture de vente. Donc ce raisonnement, il le conduit vraiment jusqu'au bout. Et puis derrière, il a refait les rations avec le pâturage, ce qui se traduit par des achats de concentrés moindres. Alors, un autre exemple qui est plus facile à simuler, quoique. Là, l'objectif, c'était une exploitation où la consommation de concentré était un petit peu élevée. Au démarrage, où on était à 2400 kg par vache laitière et par an, pour une production à 8600 litres. Donc là, ils se sont mis d'accord avec l'agriculteur pour travailler. Donc, ils réduisent de pratiquement 600 kg. Donc derrière, alors c'est facile, à la limite on réduit de 600 kg les achats de concentrés, mais je réduis mes concentrés, ma vache elle consomme plus de fourrage obligatoirement, donc il faut retravailler sur l'évolution des surfaces. Donc on a augmenté un petit peu les surfaces en maïs, etc., etc. Et puis les taux aussi ont bougé, et on baisse par contre un tout petit peu les ventes de viande parce qu'on met moins de concentré, mais pour le coup on engraisse un petit chouïa moins. Donc vous voyez le résultat, moins 5% d'empreinte carbone, plus 5 en OBE. Donc ça, c'est des leviers. Alors, on peut identifier aussi, dans Cap2R, on a des indicateurs de performance technique qui permettent de voir si, d'un point de vue technique, l'éleveur est performant ou pas. Et c'est comme ça qu'on peut dire, bon, 2 tonnes 4 par vache, vu ton niveau de production, ta race, etc., ta génétique, bah, tu es peut-être un peu généreux sur tes concentrés. Donc pourquoi? Puis après, bah, ils vont creuser ensemble. Hein. C'est comment je peux... est-ce que j'ai la main lourde en distribuant mes concentrés? Est-ce que c'est la qualité de mes fourrages qui est défaillante? Donc il faut que je travaille sur la qualité de mes fourrages, voire de conservation, voire distribution, etc. etc. C'est vraiment un travail de fond qui est fait avec le conseiller. Autre exemple, implanter un métail. C'est un métail ensilé. Donc là, l'idée, c'était... un métail, bah, c'est des mélanges de fourrage, alors souvent légumineuses, graminées. Alors légumineuses pour avoir un peu de MAT, pour réduire effectivement les achats de concentrés. Et donc là, ce que j'ai pas précisé, ils ont implanté un métail 3. Alors c'était un métail en culture principale, c'était pas en dérobé. Donc ils ont pris ces surfaces-là sur le maïs, c'est un peu les cultures de vente. Et puis derrière ce métail, ils ont mis, je l'ai pas indiqué, mais c'était un trèfle régras qui a permis de faire une récolte à l'automne. Voilà, donc derrière, bah, ça se traduit par une réduction des achats de correcteurs azotés, mais par contre, un petit peu moins d'énergie dans le métail, donc il faut compenser par de l'orge. Donc vous voyez que le résultat, là, on est sur une baisse de 6% de l'empreinte carbone. Alors en impact BE, 1%, alors comme c'est des projections, 1%, c'est comme s'il n'y avait rien, hein. J'aurais dû le préciser dès le démarrage quand même, ça, c'est positif. Par contre, ça a quand même un gros intérêt, bah, ça donne un peu de souplesse à l'agriculteur, il est moins dépendant des intrants, et vu la situation actuelle, c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui. Alors tous ces calculs ont été faits dans une conjoncture moyenne, pas avec les prix actuels aussi. Donc on ferait les calculs aujourd'hui, les gains sur le BE seraient beaucoup plus importants et on se projette à 1 an, ce sera encore pire. Les gains sur le BE seront sûrement encore plus importants. Donc voilà, là c'est des hypothèses qu'on fait en général. On prend des prix moyens sur plusieurs années. On prend pas le prix. On peut faire des hypothèses, le prix le plus haut, le prix le plus bas, mais globalement en général on se met sur des moyennes. Donc là, on est sur un effet neutre, on va dire, en termes de BE, mais voilà, dans un contexte qu'on connaissait jusqu'en 2021, mais la donne change à partir de 2022 de façon très forte. Et puis le dernier, alors celui-là aussi il est intéressant parce que c'est un des leviers le plus pris par les agriculteurs, parce que c'est pas le plus simple à mettre en place, la réduction de l'âge au premier vélage, parce que ça nécessite une conduite, une alimentation, une surveillance des animaux renforcée. Mais là, dans cet exemple, donc on passe de 30 à 24 mois. Donc ça se traduit par une réduction de consommation de fourrage et pâturage. Mais par contre, il faut augmenter la densité énergétique de la ration, je vais y arriver, donc il faut remettre un peu plus de concentré. Et puis la conséquence, par contre, on a libéré des surfaces en prairie, parce que souvent les jeunisses consomment les surfaces en prairie. Et ben là, le conseiller et l'éleveur, ils ont fait le choix de retourner des prairies et de les remplacer par du métail grain, qui pour le coup est rentré dans la ration des animaux de la ration, mais on a baissé la surface en prairie.
Et donc pour le coup, je vous ai indiqué en bas, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle de l'exploitation, on a baissé de 4%. Mais comme on a retourné les prairies, on a aussi réduit le stockage carbone de 5%. Et puis, alors au final, c'est le bilan, on va dire neutre, parce que l'empreinte carbone, elle est réduite de 1%. Parce que voilà, dans cette simulation-là qu'ils ont fait entre le conseiller et l'agriculteur, ça se traduit par un retournement des prairies. Donc c'est pas la meilleure des situations, parce que ça annule presque la réduction d'émissions. Donc aussi, quand on fait un plan d'action, il ne faut pas rester trop concentré sur les gaz à effet de serre. Il faut regarder aussi comment évoluent mes surfaces, comment va évoluer le stockage carbone, parce que sinon on risque de dégrader ailleurs. Et quand je parlais de regarder tous les indicateurs, là c'est vraiment le témoin d'être très très vigilant sur ces points-là. Et c'est pour ça que des fois, le levier âge au premier vélage, il ne va pas être adapté à une exploitation parce qu'il a des surfaces en prairie, l'agriculteur. Alors soit il remet plus d'herbe dans les rations de ses vaches, comme ça il conserve ses prairies, soit il a des bovins à viande à côté, les bovins à viande, pour le coup, il va pouvoir peut-être en avoir plus, etc., etc. Donc il faut absolument éviter de retourner des prairies pour éviter du déstockage de carbone. Et là, vous voyez par contre sur le BE, effectivement, le résultat est positif à plus 4%. Ce qu'il faut retenir, c'est éviter d'avoir des animaux improductifs sur une exploitation. Voilà. Non, mais alors ça tord un peu le coup à certaines idées reçues. Les vaches doivent juste être dans le parc pour chercher des trèfles à 4 feuilles. Non, si on veut réduire le carbone, il faut que les animaux produisent. Mais sans consommer trop d'intrants. Voilà. Réduire le nombre d'animaux improductifs. Ouais. Alors, juste pour conclure, et puis après je vais passer à une étape, là c'était des simulations. Là, il va y avoir derrière les vrais comptes de résultats. Il faut faire le lien entre émissions et résultats économiques. Mais globalement, ce qu'il faut retenir dans la mise en place de nouvelles pratiques, c'est qu'on a un large panel de pratiques à activer dans une exploitation, qu'en général, économie et environnement vont de pair. Mais voilà, faut toujours faire très attention. Ce qui va être vrai pour une exploitation ne le sera pas pour la voisine. Donc on fait vraiment à la carte en termes de plan d'action. Et donc, oui, je l'ai dit en intro, ça. Là, on a regardé levier par levier, mais il y a des interactions entre les leviers. Donc le plus important, c'est aussi de regarder globalement à l'échelle de l'exploitation quel est l'impact des différentes pratiques que l'on met en place. Alors, pour vous montrer l'intérêt de travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'un point de vue économique, il y a eu ce travail qui a été fait sur... alors, il y a combien d'exploitations ? Il y en a un peu plus de 300. Il y en a pratiquement 400. Non, je vous dis une bêtise, c'est la SAU. Et j'ai plus le nombre en tête. Je crois que c'est 200 exploitations qu'il y avait. Bref, c'est pas grave. Donc, ce qu'on a regardé, on a classé les exploitations par quelle était leur stratégie au niveau de la gestion de l'exploitation. Donc, d'un côté, on a les exploitations, les valorisateurs, qui ont une valorisation à prix du lait plus élevée. Et donc, ils sont soit sous signe de qualité, bio, AOC, etc. Donc, leur système mise sur un prix du lait élevé. Et vous voyez, il est à 478 € au 1000 litres par rapport aux deux autres classes. La deuxième classe, c'est les systèmes économes. Eux, ils recherchent l'optimisation de l'OBE et donc des intrants. Ils misent moins sur le volume. Et donc, vous voyez que l'OBE sur le produit brut est à 35%. Et le dernier groupe, ce qu'on appelle productif, il ne faut pas le voir, ce n'est pas un gros mot, mais c'était ce qui reflétait le plus leur système. En fait, eux, ils visent la production par unité de main-d'œuvre. Et donc, vous voyez, en termes de productivité, ils sont à 350 000 litres. Donc, eux, ils font leur revenu par cette efficience de la main-d'œuvre. Voilà. Et puis, pour le coup, en petite subtilité par rapport aux autres classes, c'est qu'ils ont aussi plus de culture de vente, pour le coup, dans leur système. Et donc, c'est ce qui fait aussi leur revenu. Alors, dans ces trois classes, quand on fait une moyenne sur plusieurs années, vous voyez qu'au final, c'est la dernière ligne en bas, le résultat courant par UMO est assez comparable. Il n'y a pas de différence significative d'un point de vue stat. Il est assez comparable. Et donc, alors je vous laisserai regarder aussi en détail, mais vous voyez que la première ligne en haut, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont comparables, quelle que soit la stratégie de l'exploitation. On est à 1 kg de CO2 par litre de lait. Par contre, les valorisateurs économes, si on regarde... c'est dommage, est-ce que je peux utiliser la souris ? Ouais. Vous voyez l'excédent, voilà, c'était ça que je cherchais. Ah, j'ai les petits carrés. Ah, ben voilà, je ne me rappelais plus. J'avais mis des petits carrés.
Alors, donc ils sont équivalents en émissions. La compensation carbone, par contre, vous voyez que les systèmes valorisateurs, il y a plus de prairies et donc on compense beaucoup plus les émissions par le stockage carbone. Et les productifs, effectivement, on a un petit peu moins de prairies, donc on compense un petit peu moins. Et si je regarde les autres éléments, et surtout l'excédent du bilan, vous voyez que l'excédent du bilan azote, il est de 60 kg par hectare pour les valorisateurs et monte jusqu'à 125 pour les productifs. Donc, pas de différence sur les gaz à effet de serre, mais si je regarde d'un point de vue un peu plus global, environnemental, effectivement, les valorisateurs et les économes, en termes de stockage carbone, ont un peu plus compensent un peu plus, et puis ils ont un bilan azote plus faible. Que je dis bilan azote, peut-être vous expliquer, là c'est un excédent du bilan. Donc c'est des kilos d'azote par hectare qui sont perdus à l'échelle de l'exploitation. Alors, en termes de résultats économiques, vous avez les trois couleurs, hein, le jaune pour le valorisateur, l'économe en vert et puis le productif en bleu. Donc vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure que le revenu était équivalent, mais par contre, en fonction des années, hein, on va de 2009 à 2017, le système valorisateur est beaucoup plus stable, donc moins sensible aux aléas de conjoncture, hein, de fait. Donc c'est l'atout du système valorisateur. Et puis le système économe permet également, vous voyez, il est un peu plus stable. Par contre, le productif, effectivement, il a des hauts et des bas beaucoup plus marqués. Alors, dans le lien maintenant avec l'environnement, donc là vous avez les trois systèmes, trois stratégies, valorisateurs, économes, productifs. Et à gauche vous avez les moins vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. À droite les plus vertueux. Donc 10% à chaque fois, les 10% meilleurs et 10% moins bons. Et puis c'est le reste de la population au milieu. Et donc vous voyez, là c'est le coût du système alimentaire. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a un delta quand même très important entre les moins vertueux et les plus vertueux. Donc quand vous parlez tout à l'heure de gains économiques, quelle que soit de toute façon la stratégie entre les moins vertueux et plus vertueux, là vous voyez concrètement que les résultats économiques, là c'est un coût euro au millilitre, on a des écarts très importants entre les moins vertueux et les plus vertueux. Si on regarde la rémunération en nombre de SMIC par UMO, c'est la même présentation. Donc je vous ai entouré en rouge les plus vertueux. Donc vous voyez qu'au final, en termes de nombre de SMIC par UMO, vous voyez qu'en moyenne, entre les groupes, il n'y a pas de grande différence sur les plus vertueux. Mais voilà, à nouveau, on confirme que les moins vertueux, ils ont des revenus moindres par rapport aux plus vertueux. Donc, ça confirme bien notre lien économie et émissions de gaz à effet de serre. Donc, en conclusion, sur cette partie levier, les premiers leviers à activer, c'est l'optimisation du système, c'est évident, parce que le lien avec l'économie qui sera évident aussi. C'est valable, quelle que soit la stratégie de l'exploitation. Et de ce que je vous disais, en émissions gaz à effet de serre, on a des résultats comparables. Par contre, si on regarde à l'échelle un peu plus globale du bilan environnemental, la stratégie des productifs est un peu plus à risque, parce que pour le coup, on l'a vu sur les résultats économiques, qui sont beaucoup plus sensibles à la conjoncture économique. Ils représentent un risque un peu plus important en termes de bilan azote et ils sont beaucoup plus dépendants à l'énergie. Donc c'est vrai qu'une deuxième piste quand même à travailler avec les agriculteurs, c'est essayer de tendre vers des stratégies économes qui présentent de multiples intérêts. Donc voilà, alors ça c'est une orientation, ça ne veut pas dire que tous les productifs vont pouvoir le faire, parce que ça a des impacts sur l'exploitation dans sa globalité, sur son revenu, donc ce ne sera pas faisable partout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et la conjoncture actuelle renforce encore plus le clou sur ce sujet-là, c'est vrai que la stratégie économe, il faut au maximum essayer de tendre vers cette stratégie économe pour être moins sensible à la conjoncture et puis d'un point de vue global environnemental, avoir une performance multicritère à l'échelle de l'exploitation. Merci beaucoup Catherine pour ce panel assez complet du lien qui peut être fait entre environnement et économie. Si vous voulez aller plus loin, des ressources existent, notamment le site Ferme laitière bas carbone, le site Cap2ER, le dossier sur les leviers d'action. Catherine vous en a présenté un extrait, mais il est aussi disponible, ainsi que le dossier entre le lien performance économique et environnementale.
Des plaquettes sont aussi à votre disposition sur le stand du CNIEL, n'hésitez pas à y passer. Et sur Internet aussi, vous pourrez retrouver des fiches références système et région. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus, à nous contacter à la boîte mail contact@ferme-laitière-bas-carbone. Et puis voilà. Et donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'était pour vous reparler de la web-série Ferme laitière bas carbone, mais on en a déjà assez parlé tout à l'heure. Et puis elle est disponible sur le site internet. Et maintenant, merci Daniel aussi, on est disponible pour quelques questions. Sur la présentation de Catherine, vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'opposition herbe et maïs. L'intérêt, c'est d'optimiser les deux ensemble. Parce que le travail qui est fait, il est aussi fait pour la France entière. Et la pousse de l'herbe, elle n'est pas tout à fait la même chez moi dans l'Est qu'en Bretagne. Et on reste, même si on a avancé depuis 7 ans, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Aujourd'hui, alors ça dépasse la filière laitière, mais c'est la filière ruminant. On travaille sur un projet qui s'appelle Méthane 2030. Donc on a répondu à un appel à projet dans le cadre du plan France 2030. On espère être retenu. Il y a un projet ambitieux à presque 10 millions d'euros pour essayer d'investir dans la recherche. Parce qu'il faut aussi, la bonne volonté c'est bien, mais la recherche c'est bien aussi. Et qu'on a trouvé des chercheurs, ils n'ont plus qu'à trouver. Vous avez présenté du coup l'évolution de l'EBE, mais j'imagine que c'est par rapport aux pratiques qui sont appliquées. Quel est du coup pour l'éleveur les crédits carbone qui sont dégagés par ces pratiques? Alors, la rémunération vis-à-vis de ça? Oui, alors effectivement, après il peut prolonger, déposer son dossier et demander des crédits carbone. Alors ça dépend avec qui il va travailler et qui va acheter son crédit carbone. Donc je peux peut-être parler au nom de FCA, de l'association dont a parlé Daniel au démarrage. Donc le crédit carbone jusque-là a été acheté à l'agriculteur à 30 € la tonne de CO2 évité. Voilà. Donc il y a une conférence de presse qui doit avoir lieu, ou qui a déjà eu lieu, c'était ce matin. Donc voilà, on va lancer un 3e appel à projet. Donc voilà, il y a de l'information qui va être diffusée sur ce 3e appel à projet. Mais jusque-là, 1er et 2e appel à projet, l'agriculteur était rémunéré à 30 € la tonne de CO2 évité. Donc, toujours pour vendre du rêve, dire 30 € c'est pas assez et tout, mais il faut mieux construire quelque chose de solide et rappeler que le nouveau président de France Carbone Agri, c'est un jeune agriculteur qui s'appelle Samuel Vandal, qui était président des GIA. Et en moyenne, peut-être pour donner un ordre d'idée, on était sur 500, je vais grosse maille. Un projet, c'est une réduction de 500 tonnes sur 5 ans. Donc je vous laisse faire le calcul sur l'impact économique du crédit carbone. Après, on verra, les projets sont lancés, on verra le premier se finit dans 2 ans et demi. Voilà, et puis on trouve les acheteurs, on a les acheteurs. Alors, c'est un bon moyen ça aide à convaincre. Voilà, c'est bien dit comme ça. Ça aide à convaincre. Alors, bien sûr, il y a l'intérêt financier et puis peut-être aussi qu'il y a le côté certification du gain carbone qui donne une visibilité, un gage de qualité aussi sur le travail que font les agriculteurs parce qu'on certifie pour le coup la réduction. C'est des démarches de progrès, donc certains aussi se l'approprient dans une démarche de communication. Mais bien sûr, l'intérêt numéro 1, c'est la rémunération. Producteurs qui ont déjà des modes de production résilientes, donc qui du coup peuvent pas forcément être dans l'amélioration. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion du coup pour pouvoir avoir un diagnostic officiel qui puisse du coup entériner leurs pratiques et leur permettre de valoriser aussi leurs tonnes de carbone évitées? Alors pour l'instant, on n'a pas de solution pour les crédits carbone, pour ces élevages-là, parce qu'effectivement, on part de la situation présente et c'est une amélioration à la situation actuelle. Donc non, on n'a pas de solution. Après, Daniel, peut-être que tu pourras rajouter... Oui, il y a quand même une vraie réflexion, parce qu'on se l'est posé, que celui qui a anticipé et qui a été précurseur, parce qu'il faut aussi des précurseurs, des gens qui ne se posent pas de questions et qui foncent, pour qu'ils ne soient pas pénalisés. L'idée, ce serait de partir sur la moyenne qui existe aujourd'hui, plutôt que sur leur situation actuelle, d'avoir déjà bien travaillé pour ne pas punir ceux qui ont été précurseurs et qui ont permis de faire avancer cette démarche et de donner envie à d'autres.
Alors, on peut utiliser, c'est le scénario générique, on peut l'utiliser, mais par contre, il doit mettre quand même en place des nouvelles pratiques. Sinon, c'est pas additionnel. Voilà. Il y a juste ce petit bémol. Ouais. Mais effectivement, oui, il y a cette option-là. Et on peut peut-être compléter aussi que ceux qui étaient déjà très vertueux avant, finalement, les gains, ils les ont eus depuis le début, quoi. Ah oui, d'un point de vue économique, hein, Ouais. très clairement. Hein. Voilà, mais oui, mais on est voilà, mais c'est pas voilà, mais voilà, d'un point de vue résultat économique, oui, c'est Mathilde qui a raison. Au final, ils ont quand même gagné de l'argent. Faut pas oublier quand même que le crédit carbone va représenter 15 000 € sur 5 ans. Donc c'est 3 000 €. Au regard des gains économiques derrière qu'il va faire tous les ans, ça représente assez peu au final. Donc voilà, le gros gain, il l'a quand même fait avant à être performant. Mais on est bien d'accord que sur le fond, c'est un peu rageant pour eux, parce que surtout, je pense qu'ils ont l'impression qu'on paye le pollueur. Et sans mauvais jeu de mots, oui, voilà. Ce qui n'est pas vrai, parce que les autres ont travaillé aussi. Voilà, mais c'est vécu un petit peu comme ça, effectivement. On est bien d'accord, à la vente de carbone, ça ne va pas suffire à nourrir le paysan. Hein. C'est un petit plus comme plein de petits plus. C'est aussi notre rôle d'apporter, on parle beaucoup du prix, mais on peut aussi travailler sur beaucoup de leviers sur une exploitation. Hein. Mais c'est aussi un signe de reconnaissance aussi, en fait, au-delà du prix. C'est aussi un signe de reconnaissance. On y réfléchit, voilà, on ne sait pas comment, pour l'instant, on ne sait pas comment le tourner. Après, on va peut-être avoir des solutions qui vont arriver, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de... Je trouve qu'il serait bien, c'est que ceux qui posent des questions se présentent. Donc, Anne-Louise Sabatier, je suis chargée de partenariat chez Biolay. Et donc voilà, donc on est effectivement très concernés par la question, par les pratiques de nos éleveurs. Ah oui, pour me présenter. Jeanne Delors, je travaille à Earthworm Foundation. Donc on accompagne les entreprises vers des chaînes d'approvisionnement plus durables. Et du coup, notamment des industriels, des coopératives laitières. Vers plus d'autonomie protéique, notamment. Oui, bonjour Didier Roisson de Serre France. Oui, je voulais juste rebondir sur le crédit carbone. Effectivement, les 15 000 € sur 5 ans, ça fait 3 000 € par an, c'est ce que vous disiez. Sur une ferme moyenne qui fait combien 500 000 litres de lait peut-être? Ou un peu plus? Ou 700 000? Donc j'ai fait le calcul, si on est sur 500 000, ça fait l'équivalent de 6 € au 1000 litres par an. En complément, donc c'est pas anodin. Donc c'est important, mais effectivement, par rapport aux gains qu'il peut y avoir au niveau technique, les gains sont sans doute nettement plus conséquents que ça. Et puis donc ça c'était le premier point. Et puis après c'était peut-être plus une question sur les appels à projets. J'ai l'impression que l'appel à projet il était attendu depuis. Alors je suis pas un spécialiste, mais était attendu depuis un certain temps. Donc il a été repoussé. Donc nous on a des dossiers en cours, par exemple. Et puis peut-être lié à ça, je ne sais pas si c'est lié ou pas le retard, mais quelle est la réalité des acheteurs que vous avez ou que vous aurez demain? Est-ce qu'aujourd'hui, on est certain d'avoir les acheteurs pour la totalité des crédits carbone que finalement les agriculteurs, les éleveurs vont engager? Alors, aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Par exemple, il y a LVMH, le transport aérien. Il y a LVMH, par exemple, le transport aérien qui demande. Mais pour revenir au gain, c'est plus facile pour motiver quelqu'un à lui parler de ce qui va toucher en argent sonnant et trébuchant que ce qu'il va économiser. Au départ, ça s'entend mieux. Le troisième appel à projet, je crois qu'il a été déposé hier ou il sera déposé aujourd'hui. Ah oui, il y a eu une conférence de presse ce matin normalement par FCA. Ouais. Et effectivement, il y a eu un petit temps de temporisation parce qu'il y a une évolution dans le fonctionnement de FCA qui a été aussi annoncée ce matin, donc qui explique voilà, qu'il y a eu un petit délai un peu plus long, voilà, parce que FCA se réorganise. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas le sujet de la conférence, mais voilà. Non. 30 €, voilà, on est... c'est bon, oui, 30 € la tonne, est-ce que ça pourrait évoluer ou pas? Pour l'instant, va falloir voir ce qu'ils ont annoncé ce matin. Voilà. Ah, bon, là, d'accord, on ira voir l'autre conférence. Oui, il faut mieux demander à l'association. Là, j'ai ma casquette IDEL, donc il faut mieux voir avec l'association.
Idel est super investi dans l'association. Hein. Non, mais à minimum, ce sera toujours 30 €. Mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé ce matin sur les prix. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. L'évolution que tu as évoquée de France Carbone Agri, ça a été une idée de 4 associations spécialisées de la FNSEA de ruminants. Et aujourd'hui, l'ensemble des associations spécialisées se sont mis dans France Carbone Agri. Parce que l'idée sur une ferme, c'est qu'on puisse faire qu'un diagnostic pour récupérer le carbone de la prairie, des grandes cultures. Oui, pardon, je Marie-Pierre Albouy, donc Earthworm, comme ma collègue Jeanne. J'avais une question entre les liens entre le label bas carbone grande culture et la ferme laitière bas carbone, parce que finalement l'alimentation, on utilise beaucoup de céréales dans l'alimentation du bétail, et le lien en fait sol. Parce qu'on parle beaucoup aussi de stockage du carbone dans les sols sur les grandes cultures. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait finalement entre ces deux champs, ces deux secteurs, pour que ça soit encore plus puissant finalement Ouais. Alors, effectivement, on travaille à une convergence des deux méthodologies parce que nous faisons déjà l'évaluation des grandes cultures en fait. Quand on fait un cap 2R niveau 2, on intègre toute la SAU. Donc on fait les calculs d'émissions et de stockage carbone sur ces surfaces-là. Donc sur les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas d'écart entre nous, voilà, pour faire très simple. Sur le stockage carbone, par contre, effectivement, on n'est pas tout à fait sur la même méthodologie, parce que nous, il y a les prairies temporaires et les prairies permanentes qui sont dans cette SAU. La CAP 2R va être développée pour les grandes cultures. Donc on va intégrer la méthode de calcul du stockage carbone pour les exploitations spécialisées grandes cultures. Et puis pour la partie stockage carbone, prairies temporaires, sur une exploitation polyculture élevage, les évolutions auront lieu l'année prochaine parce qu'il faut nous on a notre modèle Carsolel qui permet d'évaluer, qui évolue pour évaluer le stockage carbone des prairies temporaires pour être plus sensible. Et il faut qu'on voit comment on associe les deux modèles en fait. Notre problématique elle est là. Donc on va voir, sinon on va rester sur un seul modèle qui sera Carsolel, soit on associe les deux, et donc on est en réflexion là-dessus d'un point de vue méthodo, comment on gère. Donc il y a un vrai travail effectivement de convergence. C'est l'idée, les ITA, donc les instituts techniques français se sont associés, donc je pense à Arvalis, Itavi, donc porc, volaille, etc., pour avoir une réflexion commune depuis la recherche, quelles sont les évolutions en termes de mesures, de l'évaluation environnementale, carbone, etc., les méthodes, pour arriver à mettre ça dans les outils et puis aller jusqu'à la certification. Donc là, il y a des travaux qui existaient déjà entre ITA, mais là, on les renforce, nos liens. Et par exemple, pour le coup, Arvalis ont déjà le moteur de calcul pour calculer le stockage carbone. Donc nous, on va l'intégrer dans l'outil CAP 2R en fait, ils nous créent une API et donc on enverra les données. Nous, on ne va pas développer le moteur. Il va être chez eux et on va appeler le moteur. Donc il y a aussi l'interopérabilité des outils qui va être mis en place entre les différentes filières animales. Et ça recroise avec ce que disait Daniel. FCA, son objectif, c'est de couvrir toutes les filières. CAP 2R aussi a cet objectif et d'où le travail renforcé encore entre les ITA d'interopérabilité, de limiter des développements en double, etc. entre les outils. Donc le lien aussi va être fait avec les ports. Il y a un outil qui existe qui est Jeep. Pareil, nous, on ne va rien redévelopper, mais par contre, il y aura une API pour aller appeler les résultats du diagnostic fait sur l'atelier port dans Jeep, etc. etc. Bon, voilà, il y a pas mal de travaux en cours pour renforcer cette interopérabilité entre les outils. On peut dire que sur ce dossier-là, et c'est peut-être pas toujours le cas, hein, il y a eu un travail intelligent entre tous les instituts. Hein. Oui, en plus il est ancien parce qu'on a on a un document méthodologique qui s'appelle Gestime Plus, qui est notre outil de référence, notre référentiel évaluation carbone et énergie en France, et c'est un document travaillé inter-ITA. Donc, ce qui nous permet d'avoir un cadre commun méthodologique pour faire les évaluations carbone et énergie sur des exploitations agricoles françaises. Voilà. Donc, c'est un travail qui existe depuis longtemps, mais là, on le renforce en allant jusqu'aux méthodes, outils, etc. Et moteurs de calcul, parce que c'est le nerf de la guerre.
Bonjour, donc Martin Barrault, je suis chargé de projet déshydratation des fourrages à Saint-Brieuc-Armor-Agglomération et j'avais des questions sur le rôle des collectivités dans le développement de ces outils et notamment savoir s'il y avait des projets, en fait, plutôt que les appels à projets nationaux de France Carbone Agri, des appels à projets plus territoriaux pour essayer de faire rémunérer des crédits carbone pour des agriculteurs d'un même territoire par des entreprises d'un territoire. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus et comment se positionne la ferme laitière bas carbone et FCA sur le sujet? Alors, à part ce qui se fait au niveau des régions et les partenariats qui sont montés pour le cofinancement des diagnostics et des plans carbone, après, voilà, ferme laitière bas carbone n'est pas, c'est assez différent enfin, ça les encadre, mais c'est assez différent de la rémunération via les crédits carbone. Donc là, moi, j'ai pas de données là-dessus à ma connaissance sur des regroupements. Ouais, et on a eu quelques programmes de développement sur des communautés de communes qui, pareil, souhaitaient avoir une évaluation des émissions locales. Et donc, elles ont accompagné les éleveurs localement sur des diagnostics. Après FCA, bon, aujourd'hui, on est sur FLBC. Il y a une conférence demain FCA. Je vous invite. Alors, peut-être que vous venez pas demain, mais c'est vrai que je voudrais pas que ça dérape peut-être trop. C'est pas un dérapage, mais je comprends que vous ayez plein de questions sur FCA, mais là, on est sur la ferme laitière bas carbone. Mais voilà, après, vous pouvez répondre aux appels à projets et vous pouvez engager vos éleveurs sur un territoire dans un même appel à projet. Il n'y a pas besoin de découper par territoire, en fait. Après, vous, au niveau du territoire, vous pouvez favoriser la vente des crédits carbone localement et avoir une dynamique locale tout en vous intégrant dans un appel à projet, en fait. Ça pose aucun souci. Non, mais FC2A, c'est une structure nationale, mais il y a plein de petites mains départementales et régionales. Hein. Tout est géré sur le terrain, localement, dans les départements. Donc c'est facile de se rapprocher. Ouais, tout à fait. Oui, parce que c'est les principaux acteurs qui réalisent les diagnostics, c'est les chambres d'agriculture. Alors ECL, si ça parle, c'est contrôle laitier. Il y a des OP pour la viande. Ah oui, on est lait. Mais il y a les OP viande aussi. Il y a les coopératives, laiteries. Voilà, il y a... Mathilde a donné le nombre de conseillers. Voilà, donc localement, aujourd'hui, on est présent. C'est vrai que là, il n'y a pas la carte de France. Il y avait la carte de France ou pas des conseillers? Non, je ne crois pas. Ouais. Mais voilà, il y a des conseillers et donc des structures formées, des structures qui ont des conseillers formés sur tout le territoire. Voilà. Oui, encore une petite question. Donc, c'était sur le diagnostic au niveau des cultures. De ce que j'ai pu voir, mais de loin, c'est qu'a priori, en élevage, on a des façons d'obtenir des gains assez faciles. C'est ce que vous évoquiez en particulier sur la gestion des animaux improductifs. Au niveau des cultures, ça a l'air un peu plus compliqué, à part peut-être la gestion de l'azote. Oui, parce que oui, effectivement, la gestion de l'azote pèse assez lourd sur le résultat. Le carburant aussi. Nous, le carburant, je vous ai dit à un moment, bon, ça pèse pas lourd. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça pèse pas lourd. Par contre, dans l'agriculture, ça va peser un peu plus lourd dans le résultat global. Et puis après, le stockage carbone avec l'interculture. Hein. Et il faut faire du rendement. Il faut une interculture qui fait du rendement, par contre. Voilà. Sur les grandes cultures, il y a aussi un levier, c'est ce qu'on appelle l'allongement des rotations aussi. Hein. Mettre des légumineuses aussi. Mais il faut, pareil, ça impacte les filières, tout ça. Donc c'est. Alors on maîtrise un petit peu moins. Les grandes cultures, c'est moins notre métier. Puis, pareil, c'est le CNIAL. Là. Mais voilà, pour répondre. Tout agriculteur est en général producteur de grandes cultures. Justement, sur l'allongement des rotations, du coup, avec la nouvelle PAC et la disparition des rotations longue durée, comment est-ce que vous inscrivez du coup ce changement dans votre calcul de l'empreinte carbone? Comme à chaque fois, la nouvelle PAC, elle nous est imposée, on va s'adapter. Et ça ne change rien dans les calculs. Pas ta question, mais... Oui, dans les calculs, ça ne va rien changer, parce que nous, on prend les... ça va pas, je vois pas, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je vois pas où ça va changer dans les calculs de toute façon. Alors sur le stockage, par contre, effectivement, ça aura des impacts sur les stockages carbone, peut-être potentiellement. Et là, pour le coup, ça reboucle un peu avec la question précédente. Ça va surtout concerner pour l'instant les grandes cultures. Voilà. Mais voilà, chaud comme ça, pour moi, pas de changement majeur. J'avais le bon rôle d'introduire et j'ai le mauvais rôle de conclure parce que
on est obligé de respecter le timing pour les prochaines conférences qui vont arriver derrière nous. Donc je vous remercie de votre participation. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé. Mais si vous avez encore des questions, rassurez-vous, c'est normal. Hein. C'est pas en 1 heure qu'on peut apporter des réponses à toutes les questions sur le carbone. Mais tu vas dire, Mathilde, où on peut retrouver les présentations qui ont été faites aujourd'hui, puisque j'avais promis qu'on le dirait. Donc les présentations, elles seront... donc déjà, elle a été captée, donc elle sera disponible sur YouTube pour la revisionner. Et ensuite, les diaporamas seront disponibles sur le site Ferme laitière bas carbone et sur le site CNIEL Info. Et donc, merci à tous pour votre participation.